est-ce que véritablement la construction régionale reste un moteur de l'espace mondial aujourd'hui? Je voudrais, à titre introductif de cette grande question, qui est peut-être la plus importante aujourd'hui dans l'espace mondial, signaler 3 problèmes. Premier problème, nous sommes entrés, et facilement depuis la fin des années 90, dans un blocage institutionnel partout. Bien sûr, nous avons d'abord en tête l'Union européenne. L'échec de la mise en place d'une véritable construction européenne, l'échec de la mise en place d'une véritable conscience citoyenne européenne, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et donc ce sauvetage de l'Europe par recours aux solidarités sociales, aux logiques extra-institutionnelles, à ce que j'appelais tout à l'heure l'intégration par le bas. La question qui se pose, c'est peut-on, ici comme ailleurs, c'est-à-dire en Amérique latine, en Asie avec l'ASEAN, s'installer dans ce no man's land institutionnel, dans cette espèce de paralysie des institutions européennes qui vient presque dévertébrer nos organisations régionales. Deuxième remarque, l'échec un peu partout de la capacité de régulation économique des organisations régionales. À mesure qu'on entrait dans les crises, c'est-à-dire la crise asiatique de 1997, la crise mondiale, qui a d'abord été la crise occidentale de 2007, on a naturellement pensé que le degré d'intégration régionale un peu partout ferait le travail. Or, on s'aperçoit que la régulation économique ne se fait plus à l'échelle des régions, que ces régions qui avaient été créées justement comme espace de régulation n'effectuent plus ce travail. Et enfin, troisième remarque, c'est un retour de plus en plus net et peut-être préoccupant du nationalisme, c'est-à-dire un retour vers des États, mais qui ne peuvent pas pour autant répondre, et pire qu'un retour vers les États, le retour vers une stratégie de cavalier seul. Ce que nous ne pouvons pas faire ensemble dans les blocs régionaux, peut-être que nous pouvons le bricoler tout seul. Et donc, face à une régulation économique régionale qui ne s'effectue pas, le choix du cavalier seul devient un choix de plus en plus déterminant. Alors, essayons de reprendre ces 3 paramètres. D'abord, le blocage institutionnel. Je voudrais vous en donner une illustration, qui est l'échec manifeste d'une politique étrangère et de sécurité commune en Europe, érigée par les accords de Maastricht en 3e pilier, et devait déboucher sur une politique de défense commune. Vous savez aussi que par le traité de Lisbonne, l'Europe se dotait d'un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui avait vocation à être d'autant plus important qu'il devait fusionner avec le commissaire européen aux relations extérieures et s'imposer comme vice-président de la Commission européenne. Ce rôle a été dévolu à Javier Solana, qui de manière significative sortait de ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN, et a échoué aujourd'hui à Madame Ashton. En même temps, et c'est là que les espoirs de spillover ont été mis en échec, les chefs d'État et de gouvernement européens ont entendu maintenir la règle de l'unanimité sur toutes les questions de politique étrangère. Règle d'unanimité
qui venait ainsi à se banaliser au moment où l'Europe s'est élargie, où on est passé à la fameuse Europe des 27, des 25 d'abord, puis des 27 et des 28 aujourd'hui, c'est-à-dire unissant des États dont la politique étrangère d'origine était encore plus différente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Autre remarque, l'espoir gaullien que la France agisse comme moteur de la fabrication et de l'élaboration d'une politique étrangère commune est maintenant complètement évanoui dans la mesure où cette diversité des politiques étrangères et des diplomaties rend impossible la définition d'une ligne commune. Alors, on s'est entendu pour privilégier un certain nombre de missions qui devaient fonder cette politique étrangère européenne, à savoir sauvegarder les valeurs communes, assurer la sécurité de l'Europe, participer effectivement à la définition de la paix et de la sécurité internationale, renforcer la coopération entre les nations et promouvoir la démocratie et l'état de droit. Alors, il y a eu des moments d'avancée, il y a eu des moments de réalisation. Je vous ai montré tout à l'heure au nord de Sumatra la ville martyre de Aceh, qui a été à l'origine d'une des guerres civiles les plus fortes et les plus atroces. L'Europe a joué un rôle très important dans la solution de ce conflit. L'Europe a été très active dans l'invention à moitié ratée, mais dans l'invention quand même du Kosovo. Mais au-delà de cela, ce que vous constatez, on le voit bien à propos de la Syrie, comme on l'avait vu à propos du Mali, comme on l'avait vu à propos de la Libye, comme on l'a vu à propos de l'Irak. D'une part, il n'y a pas de convergence entre les États européens dans l'orientation d'une diplomatie commune, et d'autre part, la maigreur du cadre institutionnel mis en place enlève tout espoir que la dynamique institutionnelle puisse peu à peu installer l'Europe comme porteuse d'une politique étrangère commune. Si bien que voit-on aujourd'hui, si vous comparez aux années 90 notamment, et a fortiori la décennie précédente, une renaissance des politiques étrangères nationales. Regardez à quel point la politique étrangère allemande, la politique étrangère britannique, la politique étrangère française, italienne, pour ne pas aller au-delà vers les nouveaux États venus de l'Europe de l'Est, vient ainsi revitaliser une idée que l'on croyait perdue, qui est celle d'une renationalisation des politiques étrangères. Sur le plan maintenant de la régulation économique, il apparaît quand même, à travers la construction européenne, une singulière énigme. À savoir que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les historiens s'étonneront. Comment a-t-on pu, au même moment, inventer une monnaie unique et stagner, voire régresser dans les abandons de souveraineté? Peut-on gérer une monnaie unique en préservant des souverainetés nationales qui ne seraient en nul point dépassées? Peut-on faire de l'intégration monétaire sans faire de l'intégration politique? Tout ce que nous savons par l'histoire est là pour montrer que l'invention de la monnaie a été le support de la souveraineté des États qui se construisaient, notamment dans l'histoire européenne médiévale et post-médiévale. Comment peut-on poser l'équation d'une nouvelle monnaie unique tout en maintenant les souverainetés d'hier? Ça, c'est un blocage et une impasse majeure dont on ne parle même plus. Reste enfin le troisième point, qui est le retour du nationalisme. Alors ça, je pense qu'en s'appuyant encore une fois sur le cas européen,
on découvre des choses assez curieuses. Tournons-nous vers les sondages. Que nous apprennent les études d'opinion publique? Parce que le nationalisme, vous ne pouvez pas le mesurer hors de la prise en compte des comportements sociaux et politiques. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les Européens sont d'accord entre eux pour dire qu'ils partagent les mêmes valeurs et que ces valeurs sont différentes des valeurs nord-américaines. Il y a incontestablement une prise en compte d'une spécificité européenne qui est opposée à la spécificité américaine. 82% des Britanniques nous disent que les valeurs européennes sont distinctes des valeurs nord-américaines. 89% des Néerlandais, 85% des Français, 79% des Allemands, mais aussi 83% des États-Uniens qui disent effectivement que notre système de valeurs est différent des valeurs européennes. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement dans l'esprit des individus l'idée qu'il y a un système de valeurs communément partagé par l'Europe. Mais en même temps, et c'est probablement sur cette base qu'il faut redécouvrir le nationalisme, il y a, s'affirmant de plus en plus clairement, une formidable dynamique de ce que la science politique appellerait un comportement d'aliénation politique. Qu'est-ce que c'est que le comportement d'aliénation politique? C'est un concept de science politique qui dit se sentir étranger à quelque chose. L'aliénation politique, c'est se sentir étranger aux institutions de son propre pays. Dernier sondage. En 2008, un sondage indique que 50% des Européens ne comprennent pas le fonctionnement des institutions européennes. Comment voulez-vous être citoyen d'une communauté politique dont vous ne comprenez pas le fonctionnement des institutions? En 2007, vous aviez encore 60% qui étaient optimistes sur l'avenir de l'Union européenne. Ils sont moins de 50% aujourd'hui. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le fossé entre les sociétés européennes et les institutions européennes ne s'est pas comblé. C'est-à-dire que toutes les tentatives de construire une citoyenneté européenne à travers l'élection du Parlement européen au suffrage universel, à travers la fameuse constitution, le traité constitutionnel européen, n'a pas fonctionné. Mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave. Ça veut dire aussi que la greffe démocratique n'a pas pris sur l'Europe. C'est-à-dire que l'un des aspects obligatoires du spillover n'a pas fonctionné. L'un des aspects obligatoires du spillover, c'était que la démocratie construite au niveau national passe au niveau de l'Union européenne. Que donc les individus aient un sentiment d'appropriation politique des institutions européennes. Ce phénomène ne s'est pas produit. Déficit de citoyenneté, déficit de démocratie, dans une ambiance générale qui est de dire la chose européenne est tellement technique et complexe qu'elle doit être laissée aux spécialistes et aux techniciens qui l'organisent. C'est-à-dire cette vision technique de l'Europe qui vient ainsi anéantir une vision politique et participative, fait que lorsque ça ne marche pas bien chez vous, non seulement votre faible confiance dans l'Europe ne permet pas de vous engager dans une identification à des institutions européennes qui permettraient de résoudre vos propres problèmes, mais le responsable principal de vos échecs, de vos difficultés et de vos problèmes, c'est bien évidemment l'Europe. D'où effectivement cette surenchère nationaliste qui est d'autant plus utile qu'elle permet aux entrepreneurs politiques
d'excuser ou d'effacer leurs échecs au niveau national. Ce phénomène est européen, mais il n'est pas exclusivement européen. Vous retrouvez dans le ralentissement et les échecs du Mercosur les mêmes symptômes. Vous retrouvez dans la stagnation de la production des institutions régionales dans les pays du Sud exactement le même phénomène. Alors, et je conclus là-dessus, je pense que l'on est en train de glisser lentement mais sûrement vers un nouveau stade de la mondialisation où les partenariats ne seront plus nécessairement pensés en termes de continuité géographique et territoriale, c'est-à-dire d'intégration régionale, mais peut-être sur un mode transrégional, c'est-à-dire s'entendre, construire des partenariats avec des États qui ne sont pas nécessairement voisins ni contigus, mais avec lesquels vous pourriez, à un moment donné du temps, partager un certain nombre de préoccupations communes.